Écoutez, donc, comme vous voyez, on va parler des Mariannes. Je voudrais dans un premier temps vous présenter la Marianne d'une façon générale. C'est évidemment un terme d'usage courant, je pense que tout le monde a pu le constater, mais ce qui est important de souligner, c'est que chaque mandat présidentiel amène une nouvelle Marianne. Donc le président, le nouvellement élu ou réélu, disons, ça s'applique à, disons, à vouloir montrer le symbole de l'action qu'il va mener. Donc c'est l'important de cette Marianne. Alors, bien entendu, vous avez pu remarquer que je voudrais parler plus particulièrement de la Marianne de l'Europe, cette fois-ci. Elle a été attribuée par concours en 2007. Nicolas Sarkozy, nouvellement élu président de la République, a choisi donc disons, l'œuvre de M. Baujard parmi 41 œuvres de créateurs de timbres. Hein, le choix avait été fait comme ça. Donc la Marianne choisie est une Marianne coiffée d'un bonnet phrygien, mais au lieu d'avoir comme souvent une cocarde, elle a une étoile. Alors pourquoi cette étoile? Ben, tout simplement, c'est qu'elle est le symbole, un des symboles de l'Europe. Et ce timbre, disons, va être émis le 1er juillet 2008, premier jour de la présidence française de l'Union européenne. Alors, quel est l'auteur? Je vous ai cité son nom tout à l'heure, Yves Baujard, qui est l'auteur donc du dessin de cette magnifique Marianne. C'est un artiste de très grand talent et très sympathique pour ceux qui le connaissent. Je présente ici la maquette définitive qui a été exécutée donc par Yves Baujard et qui est faite à l'échelle 6. Et c'est elle qui permet de graver le poinçon. Alors voici la reproduction ici, c'est une photographie qui a été faite par l'artiste lui-même. Ici, donc, c'est une épreuve d'état. Donc on avance dans la fabrication du timbre Marianne, et cette épreuve d'état montre, disons, toute la partie gravée manuellement par l'artiste, sans fond et sans baveur. Donc ce document-là est exécuté à la presse à bras à partir d'une poinçon originale non finalisée. Et le fond sera gravé par l'artiste lui-même, mais sur une machine à griser qui se situe à l'imprimerie de Boulazac. Alors, voici finalement l'étude que j'ai menée avec le titre. Je l'ai intitulé « Les aléas de l'imprimerie du TVP bleu Marianne de l'Europe » du Baujard. Et en sous-titre, j'ai mis le deuxième tirage du 11 au 17 avril 2008 sur la presse TD 205. Alors, j'ai présenté un bas de feuille ici parce qu'il y a quelque chose. Donc là, on voit déjà qu'il y a le 15 avril, la date du 15 avril, donc c'est déjà quelque chose qui attire l'œil. Et puis ici en bas, vous avez l'utilité de ce timbre. Hein. C'est-à-dire c'est un TVP, alors ça veut dire timbre à validité permanente, pour une lettre prioritaire jusqu'à 20 grammes pour l'Union européenne et la Suisse. Alors, quand on dit lettre prioritaire, il devrait y avoir 2 barres phosphorescentes de part et d'autre de la gravure. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Alors, l'idée de cette conférence m'est venue avec la découverte, par hasard, hein, de ce pli. C'est un pli qui n'a rien d'attractif, disons, visuellement. Bon, cette lettre a été expédiée d'Albi le 18 novembre 2013 et pour Bourges. Il n'est pas au tarif, déjà. Un collectionneur, un philatéliste veut avoir une lettre au tarif. Bon, là, elle n'est pas au tarif. La lettre prioritaire 20 grammes
à cette date de 2013, le tarif est à 63 centimes d'euros. Et le TVP bleu, à cette date, lui, vaut 80 centimes d'euros, d'où un suraffranchissement important. En plus, l'empreinte de la machine NEC est très mal frappée. Donc pareil, c'est pas attractif pour un philatéliste. Alors, attendez, pardon, excusez-moi. On découvre la particularité sous UV. Les deux bandes phosphorescentes, on admet l'abréviation PHO, hein, sont différentes. À droite, on va dire une normale, blanchâtre, 23 mm de haut, ce qu'on appelle le type faux E23. Donc ça, rien d'anormal. À gauche, par contre, une barre beaucoup plus courte, elle ne fait que 22 mm, elle est jaunâtre, elle est beaucoup plus homogène, et elle est absolument pas symétrique à la première. Donc ça, c'est, disons, cette différence attire l'œil et interroge. Alors, bandes phosphorescentes jaunâtres, on les retrouve effectivement sur les timbres des préapostés, des papes. Alors, vous avez ici, je l'ai pris sous UV, vous avez les deux, de part et d'autre, les deux barres qui sont effectivement jaunâtres. Hein. Ce qu'il faut signaler, c'est que les préapostés sont entièrement imprimés en offset à plat, figurines, illustrations et bandes phosphorescentes, et sont donc des bandes de type F que l'on a donné, F, et effectivement elles sont jaunâtres. Alors, voici, on en revient au TVP bleu. Le premier tirage est du mois de mars. Vous avez ici un coin daté du 28 mars 2008. La vente anticipée a eu lieu au Salon Planète Timbre au Parc Floral le 17 juin, à partir du 17 juin 2008. Et la vente générale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a eu lieu le 1er juillet 2008. Alors, il a alors la valeur de 65 centimes d'euros dans le tarif du 1er mars 2008. Ce premier tirage de mars 2008 a approvisionné les bureaux de poste, directement les bureaux de poste. Alors, sous UV, sous UV, ben, vous pouvez constater que il y a bien deux barres phosphorescentes de part et d'autre de la figurine, et ces barres phosphorescentes sont un petit peu plus hautes que la gravure de la figurine, qui fait 22 mm, et la bande phosphorescente qui est 23. Donc c'est ce qu'on appelle, ce E23, on appelle une première génération. C'est une caractéristique de la presse DD205 à cette époque. Hein. C'est une impression typographique par manchon. Il y a eu 4 tirages et il a été remplacé par le même TVP, enfin la même gravure si vous voulez, avec le grammage indiqué. Attendez, je ne vois pas là. Ah, le 1er juillet, ah ben bon, c'est parti. Ah voilà. Le 1er juillet 2011, il a été remplacé par disons, le même timbre TVP bleu, mais avec un graphisme un petit peu différent. Alors, la particularité des deux barres phosphorescentes différentes sur le TVP bleu a déjà été rencontrée sur le document émis par Filaposte au Parc Floral le 17 juin 2008. Alors, c'est ce document-là, qui est donc une collection historique qui est des timbres-poste français, et on voit sur le timbre bleu que vous voyez ici et que j'ai agrandi et mis sous UV, photographié sous UV, on voit la barre de gauche qui est bien jaunâtre. Celle de droite est bien blanchâtre. Ce TVP bleu possède donc bien cette particularité, mais ce que je voudrais que vous remarquiez, c'est l'espacement entre les deux barres, qui est de 16 mm 5 ici. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est tout à fait particulier. Alors, les TVP bleus vendus pendant cette vente anticipée, je suis toujours au salon, hein, avec une particularité, mais très différente. Alors, les feuilles vendues pendant ces journaux étaient datées du 12 avril. Vous avez un coin daté ici, et vous l'avez sous UV.
Et sous UV, vous pouvez remarquer qu'il y a bien la barre blanche type E23, mais elle est uniquement à droite et il n'y a rien du tout à gauche. Donc, il y a un problème. Cette même particularité d'une seule bande phosphorescente à droite, on l'a retrouvée sur les cartes premiers jours vendues également au salon. Et comme vous voyez ici, elles ont également uniquement la barre à droite. Curieux. Alors ces documents, timbres et plis représentent un état des lieux de ce qui a été trouvé, de ce que j'avais tout de suite en main. Alors, on peut se poser plusieurs questions. Quelle est la raison de ces particularités? Aspect ou variété? Quels en sont les volumes respectifs? Alors, ce que l'on peut relever sur Filinfo, ce sont les 4 tirages officiels. Alors, il y a le premier tirage de mars, 27-31 mars, il y a 59 600 feuilles. Le deuxième tirage, donc, qui nous préoccupe, là, 11 au 17 avril 2008, il y a 264 000 feuilles, donc tirage beaucoup plus important. Troisième tirage de juillet 2009, 6 au 8 juillet, 109 800 feuilles. Quatrième tirage, 9 au 24 novembre 2009, 65 600 feuilles. Alors, ce qui est curieux, c'est que ces timbres qui sont donc en vente jusqu'en juin 2011, qui ont été remplacés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'impression a cessé fin 2009, en novembre. Bon, ces 500 000 feuilles représentent un tout petit volume. Comparé à nos TVP de métropole, c'est près d'1 million de feuilles par an. Quand je dis les TVP de métropole, ce sont principalement les verts et les rouges, en écopli ou en lettres prioritaires. Donc, la recherche de nos particularités qu'on a découvert s'oriente vers ce deuxième tirage du mois d'avril. Alors, tout à l'heure, j'ai posé une question, aspect ou variété. Alors, ce que je voudrais pour qu'on comprenne bien, je voudrais apporter une définition de ces deux mots, aspect et variété. Aspect d'un timbre, variété d'un timbre. Alors, bien qu'issu d'une petite œuvre d'art, le poinçon, un timbre-poste est un produit industriel. Donc, à ce titre, il est constitué de composants industriels. Alors, c'est l'angle de couleur, c'est les bandes phosphorescentes, nombre, absence, le type de dentelure ou son absence, le papier gommé ou auto-adhésif, le type de gravure, etc. C'est tous les composants de ce produit industriel. Alors, la variation, selon la volonté de l'industriel, lorsque c'est volontaire, d'un seul de ces composants détermine un nouvel aspect. Si celle-ci, la variation bien sûr, est accidentelle, il s'agit d'une variété. Voilà. Ainsi, il y a deux choses bien différentes et qu'il ne faut pas mélanger, que bien souvent certains mélangent. Alors, le deuxième tirage, 12 avril 2008. Il est trouvé des feuilles avec deux bandes phosphorescentes différentes, effectivement. À droite, blanchard de 23 mm, donc type courant, E23 de première génération. Et à gauche, donc cette barre de 22 mm, type F, correspondant à celle de nos PAP, imprimée en offset, et non symétrique. C'est ce qu'il faut remarquer. Vous voyez qu'ici, rien qu'en hauteur, celui-ci, bon, elle est 23 mm, mais elle ne s'aligne pas du tout, ni en haut ni en bas, avec celle de 22 mm de gauche, de type F. Donc, c'est un tirage du 12 avril 2008, et ces feuilles ont été en vente lors de la vente anticipée. Alors, ce deuxième tirage, eh bien, il faut le détailler pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et de pouvoir aller plus loin dans l'étude.
Donc, j'ai repris les relevés de la Soko Kodami, qui est une société de philatélistes, qui relève toutes les dates et numéros de chacun des timbres, des feuilles de timbre qu'ils trouvent dans la France entière. Alors, ce que l'on peut détailler, c'est que le vendredi 11 avril 2008, il y avait une bande phosphorescente, 23, à droite, 30 000 feuilles. J'ai baptisé ça variété, puisque l'oubli d'une barre, c'est pas volontaire de la part de l'imprimeur. Samedi 12 avril 2008, la même chose, une bande phosphorescente de type E23 à droite, 30 000 feuilles, variété. Donc quelques-unes que je viens de vous signaler, avec une deuxième bande type F à gauche, combien, point d'interrogation pour l'instant, je baptise aspect, puisque là c'est l'ajout de la deuxième barre est bien volontaire. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les 3 jours suivants, on va dire que ce sont des timbres normaux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont tous 2 bandes phosphorescentes de type E23. Alors, vous voyez que c'est 60 000 feuilles le 14, 60 000 le 15 et 64 000 le 16, mais dont certaines possèdent la surcharge SPM pour le Saint-Pierre et Miquelon. Ce sont tous des aspects. Là, enfin, on arrive au jeudi 17 avril 2008. Alors, c'est là qu'il s'est passé des choses bizarres. Il y a environ 11 000 feuilles avec 2 bandes phosphorescentes type E23, donc tout à fait normal, on va dire. Je vais baptiser ça aspect. Ensuite, il y a 2 bandes phosphorescentes à cheval. Alors là, il y a 3 000 feuilles seulement. Là, c'est une variété. Et puis, il y a du 100 bandes phosphorescentes intégrales. Il y a environ 5 000 feuilles, variété. Alors, ce que je veux noter ici, c'est que cette presse TD205, une presse Chambon, qui était référencée TD65 avant 2005, est installée d'abord à Paris depuis 1965, transférée ensuite à 1970 à Boulazac, et elle a toujours eu un fonctionnement très bien maîtrisé par les techniciens, preuve en est ce qu'on trouve très peu de variétés sur cette presse. Et les erreurs d'impression sont très peu courantes. Donc je voulais le signaler quand même pour bien comprendre qu'il s'est passé des choses curieuses. Alors nous allons commencer cette étude par les variétés. Donc je vais commencer par la fin, si vous voulez, par le 17 avril, pour essayer de comprendre tout ce qui s'est passé. Alors jeudi 17 avril 2008, les numéros de feuilles trouvés en bureau de poste indiquent qu'il y aurait eu environ 19 000 feuilles imprimées. En début et fin de journée, elles ont normalement 2 bandes phosphorescentes au type E23 comme celle du premier tirage. Alors, fin de matinée, il y a environ 5 000 feuilles qui sont intégralement sans bande phosphorescente. Une très belle variété d'ailleurs, vous en avez un ici. Ce qui indique qu'il y a eu un problème d'approvisionnement de l'encre et certainement que c'est à l'origine de tous ces petits soucis. Alors voilà une lettre TVP bleue sans bande phosphorescente, voilà le timbre sous UV. Alors dans le tarif du 1er juillet 2010, le TVP bleu vaut 75 centimes et ce pli est donc éco-pli deuxième échelon, c'est effectivement un tarif à 75 centimes, deuxième échelon de poids de l'éco-pli. Alors ensuite, comme je vous dis, en début d'après-midi, eh bien, il se passe des choses très bizarres. Les bandes phosphorescentes ont réapparu, mais pas à la bonne place. Alors c'est environ 3000 feuilles, donc c'est quand même faible comme quantité. Elles sont avec bandes phosphorescentes à cheval, encore une très belle variété. Alors ici, je vous ai mis quelques photos sous-UV de ce que l'on peut trouver. Vous voyez que sur la première, sur celle-ci, les barres s'arrêtent ici
elles reprennent là. Donc là, il y a un timbre qui est intégralement sans barre phosphorescente, et là, vous avez du léger à cheval. Sur celui-là, les barres sont ici. Là, elles se sont arrêtées là. Donc, il y a encore du sans barre phosphorescente au milieu et un timbre avec des bandes beaucoup plus à cheval que l'autre. Et puis ici, vous avez encore, là, je montre ici donc un coin daté, donc du 17 avril, toujours, bien entendu, et vous avez un à cheval qui est de l'ordre de 10 à 15% à peu près. Alors, après, je vous l'ai dit, le lundi 14, mardi 15 et mercredi 16, eh bien, bon, il ne se passe pas grand-chose, enfin, il ne se passe pas grand-chose d'anormal, du moins. C'est environ donc 184 000 feuilles, donc c'est une belle quantité. Et elles ont deux bandes phosphorescentes de 23 mm, et un petit peu plus haute que la gravure, tout à fait normalement. Là, vous avez, là, c'est un coin daté du 16 avril, là du 15 avril sous UV, là du 16 avril sous UV avec la surcharge de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est une surcharge typographique pour Saint-Pierre-et-Miquelon, et thème qu'il a été émis d'ailleurs qu'en février, le 28 février 2009. Alors, on arrive maintenant au vendredi 11 et samedi 12 avril. Alors, ce sont les fameuses variétés, belles variétés également, une seule bande phosphorescente, type E23 à droite. Alors, ces feuilles, celles du 11 avril, n'ont été trouvées en bureau de poste que très tardivement, fin 2009. Celles du 12 avril, par contre, ont été en vente au salon Planète Timbre. C'est comme ça que les philatélistes, d'ailleurs, ont été avertis très tôt. Alors, la cause de cette variété, celle-ci, eh bien, du 5 au 10 avril 2008 ont été imprimés, donc juste avant cette impression du 11 avril, du 1 centime jaune, 1 centime d'euro jaune, et cette valeur n'implique qu'une seule bande phosphorescente. La plaque n'a pas été changée, car c'est une plaque inox qui se remplace, et elle n'a pas été changée, et elle ne le sera que le lundi. Alors, ces 2 jours du 11 et 12 avril, donc les feuilles du 11 avril sont parties en centre de distribution pour approvisionner les bureaux de poste. Celles du 12 avril, en grande partie, ont été en vente anticipée et alimentent les 4 premiers jours. Avant de confectionner donc les documents de la collection historique que je vous ai montré tout à l'heure, des timbres français, c'est environ 300 feuilles, il y a 30 000 documents qui sont fabriqués. Donc c'est environ 300 feuilles, et ils ont dû se rendre compte à ce moment-là de l'erreur. Et bien entendu, avec une erreur comme ça, il faut essayer de la réparer. Et c'est ce qu'ont fait les techniciens de Boulevard. Alors la seule solution technique rapide et économique est la surimpression de la bande phospho de gauche en offset à plat, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils n'ont qu'un paquet de feuilles. Donc il n'y a plus d'impression en continu. Et donc ce sera donc, dans ce cas avec l'impression en offset, ce sera donc un type F. Alors c'est donc une impression à plat, feuille à feuille, sur la presse offset en service à cette époque, sur la tête la presse 620 Speedmaster, d'où une quantité très, très faible que j'évalue à 700 à 1000 feuilles. Alors samedi 12 avril, donc on arrive à cette correction. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un acte volontaire de l'imprimerie de Boulazac. Donc ce n'est pas une variété, mais bien un nouvel aspect de ce TVP bleu. Donc vous voyez le coin daté à gauche et à droite, donc sous UV, la même photo sous UV que je vous avais montré tout à l'heure. Alors, bandes phosphorescentes différentes. Alors, ce que je voudrais vous faire, c'est
vous expliquer le pourquoi de ces bandes phosphorescentes qui figurent dans les marges de nos Mariannes actuellement. Comme vous voyez, ce document-là a été exécuté par le Centre national d'études des télécommunications, le CNET, est daté du 2-10-74 et modifié le 17-12-74. Et il donne les mensurations des bandes phosphorescentes de 23 par 1,5 mm. Alors, ce que je dois ajouter, c'est qu'à l'époque, les Mariannes en cours étaient la Marianne de Becquet. Les bandes phosphorescentes étaient imprimées sur l'encre de couleur et occasionnaient de grandes difficultés pour le tri du courrier, pour la lecture. Donc c'est pour ça que le CNET a donc positionné les barres de part et d'autre hors de la gravure de la couleur. Et a, disons, mis un espacement de 15 mm qui correspond aux 15 mm de la largeur de la gravure. Alors ce sera mis en application pour les Sabines de Gandon de 77 à 82 et pour les Libertés de Gandon de 82 à 89. Alors c'est bandes phosphorescentes de première génération au type E23. Hein. C'est celle de droite qu'on a vue tout à l'heure. À partir de la Marianne en 1989, la Marianne de Brillat, et encore aujourd'hui, c'est toujours valable, la gravure est réduite à 22 mm de hauteur, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi, et les bandes phosphorescentes aussi. Donc, lorsqu'il y a eu de nouveaux outils, eh bien, l'impression des bandes ont été réduites à 22 mm. Et on appelle ça ceci des bandes de deuxième génération, et on donne le type E22 ou F pour celle E22 en typo et F en offset. Donc la F, c'est celle de gauche qu'on a vu tout à l'heure. Mais l'espacement de 15 mm reste théorique et variable. Vous vous rappelez que là c'est du 15 mm théorique et que tout à l'heure on a eu du 16,5 sur la collection vendue au salon. Alors, j'ai regardé dans ma collection sur quelques plis qui ont voyagé. Ici, c'est un pli qui a voyagé, qui est allé en Allemagne en 2010, janvier 2010. Et l'espacement ici est de 15,3. Sur la lettre que je vous ai présentée tout à l'heure et qui m'a donné l'idée à cette étude, nous sommes à 15,1. Vous voyez qu'en hauteur, ça c'est pas du tout symétrique. Puis j'en ai une troisième encore pour l'Allemagne, en 2016, beaucoup plus tardive, mais qui donne encore une largeur encore différente, un espacement différent qui est à 15,7. Alors pourquoi ces espacements, de 15,1, 15,3, 15,7 et même 16,5, on a vu tout à l'heure, avec en plus des décalages verticaux importants. Alors une première piste, la première chose qui m'était venue à l'esprit, je me suis dit, bah, tiens, il y a eu plusieurs tirages. Et puis, en offset, je ne pense pas que pour une si petite quantité, il y ait eu plusieurs tirages. Donc, je ne pense pas. Donc, l'explication technique la plus plausible, c'est que dans un tirage unique en offset à plat, le calage est réalisé par rapport au point inférieur, droit ou gauche, du paquet de feuilles. Et la position de l'impression couleur de la figurine par rapport aux bords verticaux ou inférieurs de la feuille ne peut pas être précise au dixième de millimètre. Étant donné la rapidité de l'impression, les coups, dixième de millimètre, ça n'existe pas. Donc, je fais ici, je récapitule, si vous voulez, selon les journées, j'ai mis les numéros de feuilles extrêmes trouvés, toujours d'après les relevés de la Sokokodami, et j'ai évalué, donc d'après ces numéros de feuilles,
les quantités qui correspondent à ce qu'on a vu tout à l'heure, et surtout que la quantité globale, on revient aux 264 000 feuilles indiquées par Funafo. Donc, vous voyez que j'arrive pour nos deux bandes différentes, j'arrive à environ 1000 feuilles. Bon, si quelqu'un possède d'autres numéros, c'est peut-être un peu plus, mais j'attends d'avoir les numéros de feuilles. Et puis après, ben, ça confirme les 3000 feuilles des bandes phosphorescentes à cheval. Et alors, bien entendu, tout ça sont des évaluations, vous voyez, arrondies, je dis bien arrondies au millier supérieur, mais qui donnent quand même une indication sur la quantité de chacune de ces variétés ou aspects. Voilà, alors dans la bibliographie, ben, en premier, ce sont les relevés de date des tirages de la Secodanie, ça c'est vous les avez sur leur site. Les sources Filinfo, eh ben c'est sur la poste et tout sur le timbre. Après, ben vous avez, ça c'est de moi-même qui ai étudié sur des encarts originaux que j'ai édités à l'Amicale Philatélique de QC. Alors vous voyez que dès août 2008, j'avais fait un premier encart et j'en ai fait 4 au total, septembre 2008, décembre 2008 et novembre 2009. J'avais finalisé cette étude sur le bulletin que j'édite, Timbre tous les jours, sur le numéro 29 du 4e trimestre 2013. Et puis enfin, le catalogue Spic-Maury de 2016 avait édité une monographie en pages 646 et 647, si vous avez encore ce catalogue. Voilà, je vous remercie de votre attention et je reste ouvert évidemment à toute question si je peux vous répondre. Merci beaucoup. Hop là, eh bien, merci beaucoup pour votre présentation, voilà, qui était d'une précision remarquable. Alors, je redis aux personnes peut-être qui souhaiteraient ou qui souhaiteraient réagir, ou poser des questions, n'hésitez pas, vous avez le chat pour ça. Donc vous avez voilà, une seule et unique question. Alors, il faut croire que votre présentation était tellement limpide et claire que que personne n'a pu voilà. Alors je vous la pose quand même. On s'est posé effectivement cette petite question de savoir quel était l'impact, on va dire, de ce type d'anomalie sur les bandes phosphorescentes, sur le traitement désormais automatisé des courriers. Donc, si ça avait un réel, voilà, une réelle quelque chose, mais voilà. Normalement, oui, hein, puisque les deux barres phosphorescentes, c'est pour, donc deux barres, une de chaque côté, c'est pour les lettres prioritaires. Hein, alors que une barre, eh ben, c'est pour les timbres écoplis. Donc, si vous voulez, vous avez une différence. Les deux barres doivent garantir une arrivée pour la France métropolitaine, hein, dans les 24 heures, alors que les copies, même maintenant, c'est même plus. Enfin, c'était 48 heures, mais même maintenant, pour 4 jours. Donc, il y a une différence de délai d'approvisionnement du courrier. Ok, mais ça n'empêche pas véritablement une diffusion, c'est juste, comme vous le dites, un retard éventuel. Pas du tout. Non. Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'à Périgueux, enfin à Boulazac, ils ont voulu rectifier, parce que c'est quand même assez important pour un timbre qui est une lettre prioritaire pour l'Europe ou la Suisse, ben, qu'il ne faut pas que ces courriers-là soient traités comme des écopies. Ok. Donc effectivement, voilà. Donc un traitement de la lettre finalement, peut-être à la rigueur un peu décalé, mais sans plus, quoi. Oui, oui. Ok. Bon. Donc voilà, pas de bande phosphorescente égale écoplie, c'est ce qu'on nous dit dans le chat. Alors beaucoup de remerciements, hein, pour votre profondeur d'analyse et votre grande
votre grande précision. Peut-être encore des questions éventuellement dans le chat. Alors, on nous dit que les variétés, elles, entraînent des différences de cote. C'est vrai que c'est peut-être une question qu'on pourrait se poser. C'est la cote de ce type de. Alors, c'est très. Voilà, ça, pour le coup, c'est une question qui m'est venue à l'idée. C'est quelle variation sur la cote finalement d'un timbre comme ça? Et donc. Alors, si vous voulez, enfin, il y a deux choses, hein. Il y a la cote et puis il y a le prix. Alors, d'abord, dans l'importance, pour ma part, hein, et ce n'est que mon avis, hein, mais pour ma part, je pense, et je parle, disons, comme en tant que juré, puisque je suis juré national, disons, dans le point de vue d'un juré, l'important dans une présentation, dans une collection présentée, à ce niveau-là, au niveau national, il faut qu'absolument tous les aspects du timbre considéré, ou des timbres considérés dans l'étude présentée, il faut qu'ils soient tous traités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un oubli. Alors qu'une variété, enfin, des variétés, on ne maîtrise pas la variété. Autant l'aspect, on peut la maîtriser. Vous avez vu avec les relevés de la Socopolamine, on peut le maîtriser. Des variétés, on ne peut pas, on ne sait pas. Bien souvent, on connaît une variété parce qu'elle est sortie sur une lettre, et bien souvent, ça arrive aussi qu'on ne le trouve jamais, disons, la feuille correspondante. Hein. Donc, c'est beaucoup plus aléatoire. Alors, par contre, il est bien évident que les variétés, disons, ont la préférence des marchands, Oui. Puisque c'est spectaculaire. Donc il y a une facilité de vendre ce type de produit qu'on n'a pas avec, comme la démonstration que j'ai faite, mon timbre à 2 barres phosphorescentes. C'est pas évident pour un marchand. Oui, ça manque de spectacularité. C'est pas de la même, voilà, c'est pas du tout, c'est pas spectaculaire, disons, comme une variété. Parce qu'une variété, si vous voulez, il arrive des piquages complètement à cheval, c'est-à-dire les dentelures sont en plein milieu du timbre, par exemple, ou une partie des timbres est pas du tout imprimée, ou voilà. Alors, c'est des choses qui sont très spectaculaires, mais qui, à mon sens, n'ont pas la même valeur que l'aspect, par exemple, que celui-ci. Ok. Oui, je vois. Très bien. Bah, écoutez, formidable, c'est très clair. Alors, alors juste pour, voilà, par intérêt peut-être un peu bêta, mais ce timbre-là, enfin, quelle serait la valeur finalement financière de quelque chose comme ça? Alors, je ne sais pas si c'est une question qui se pose trop. Je vous avoue que je suis encore très novice dans la philatélie. Ouais, c'est très difficile à dire. En cote, si vous voulez, je crois que ce timbre avec 2 barres phosphorescentes différentes est coté à 20 €, je crois. Ok. Alors qu'il est, je ne sais pas, qu'il est à 0,50 peut-être sur le timbre type. Hein. Mais c'est une cote. Après, si vous voulez, c'est le marché philatélique, c'est la demande qui va en faire le prix. Bien sûr. Si par exemple vous avez une feuille complète qui sort, bon, vous ne multiplierez pas par 100 la cote de 20 €. Mais il y aura certainement des gens qui seront intéressés par miser dessus. Oui, comme dans n'importe quelle mise aux enchères finalement. Oui, tout à fait. Mais bon, pour vous dire un prix, j'en sais rien. Ok, très bien. Non, mais c'était juste histoire d'avoir une idée. Alors, une autre question qui est plutôt... voilà. Avez-vous confronté vos hypothèses techniques aux avis des techniciens de Boulazac lors de vos visites? C'est ce qu'on nous demande dans le chat. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Si vous voulez, les renseignements techniques que j'ai, parce que depuis, je crois que j'ai fait la première visite que j'ai faite à Boulazac, d'être dans le début des années 80, et j'ai dû en faire pas loin d'une dizaine, au moins 7 ou 8. Hein. Et à chaque fois, j'interroge les techniciens,
et qui d'ailleurs, pratiquement tout le temps, répondent tout à fait honnêtement, hein. Oui, oui, Mais oui. ça m'est arrivé aussi de leur poser des questions lorsqu'ils étaient présents, comme au salon par exemple, quand ils sont présents, ben, on en profite pour poser des questions techniques également. Je vois. C'est Ok. d'ailleurs pour ça que je fais une telle étude, que j'ai écrit certaines choses, c'est parce que j'ai eu des renseignements, disons, de gens compétents. Parce que moi, j'ai pas du tout, mon métier, c'est pas du tout dans l'imprimerie. Une belle collaboration avec nos collègues de Boulazac, donc de fait. Très bien. Eh ben, on les remerciera. Alors, écoutez, peut-être encore. Alors voilà, est-ce qu'on demande si le positionnement des bandes faux ont-ils une influence sur la cote? Vous nous avez déjà plus ou moins pas mal Alors, aiguillé. alors là, je peux vous répondre, parce que le positionnement, Hmm. vous avez par exemple les bandes à cheval, là. Comme je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a environ 3000 feuilles seulement qui sont sorties. D'accord, oui, c'est relativement peu. Alors que les 100 barres phosphorescentes intégrales, il y en a 5000. Ok. Ce qui n'est pas beaucoup non plus, hein, en valeur absolue, hein. Mais comme vous voyez, par exemple, sur ce timbre, je n'ai pas en tête les cotes, mais normalement, les timbres avec bande à cheval devraient valoir plus cher, donc avoir une cote plus élevée que celle du, du 100 barres phosphorescentes continu, complet. Ok. Que dire de plus? Si ce n'est merci. En fait, merci à tous d'avoir suivi cette conférence du Musée de la Poste. Merci, Monsieur Rabineau, de l'avoir animé avec brio. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Jeudi prochain, nous aurons l'honneur d'avoir la présentation de Sébastien Richez sur voilà, les 50 ans de l'imprimerie des timbres poste à Boulazac. J'espère vous y voir nombreux et bien, merci à tous.